Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on va parler F2, parler Formule 2. Alors, je fais cette vidéo juste après la course, donc s'il y a eu des changements, je fais la vidéo, là nous sommes le dimanche 2 août, il est 13 h précisément parce que mon programme est très chargé dans la semaine à venir et que je peux pas les faire un peu plus tard. Ce que j'aime faire, c'est analyser un peu plus après parce qu'il y a des infos qui nous arrivent de dernière minute. Et que là, je ne peux pas le faire pour cette course. Mais parce que voilà, j'ai un programme chargé, ça sera pareil pour la F3, je vais la faire juste derrière. Ça sera pareil également pour les audiences. Les audiences, on n'aura pas la journée de dimanche, parce que je ne peux pas attendre dimanche pour sortir la vidéo. Du côté de la F2, on commence... ça a été un week-end assez difficile à noter, je trouve, parce qu'on a eu deux courses. Ça n'a pas été des courses totalement dingues en termes de scénario, c'est-à-dire c'était plutôt linéaire. C'est des courses quand même où j'ai pris du plaisir à les regarder, mais ce qu'il faut indiquer, c'est qu'on a eu encore une fois une course 1 très complexe parce que des pneus qui ne tiennent absolument pas, et là c'est totalement le problème de Pirelli encore une fois avec des pneus qui sont... c'est très dur de prédire à quel moment ils craquent complètement. On a des pneus durs qui tiennent même pas 15 tours correctement à Silverstone, c'est très problématique je trouve. Et puis on a eu une course 2 où là encore la gestion des pneus était importante, il y a eu des têtes à queue, pas mal de têtes à queue sur cette deuxième course avec Tsunoda, Elliott, Zhou même dans le dernier tour. Et puis c'est un week-end qui est particulier parce qu'il y a des pilotes qui n'ont pas trop bien réussi en qualif, qui ont réussi à bien remonter en course. Inversement, il y a des pilotes qui étaient bien en qualification et qui ont fait une mauvaise course. Donc voilà, c'est un week-end qui est très très particulier, je trouve. On commence par Giuliano Alesi. Il n'y aura pas d'affichage parce que c'est pour des soucis d'encodage également. De toute façon, les vidéos vont être un peu plus courtes. On va essayer que ça dépasse pas le quart d'heure, un maximum pour la F2 et la F3. Donc du côté d'Alesi, week-end, voilà, hein, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Week-end absolument catastrophique, c'est-à-dire que vous avez 19e de course 1, 18e de course 2, en sachant que donc il n'y a que Giotto qui est derrière lui, il est quand même à un tour. Il a plus d'une minute sur l'autre course avec simplement Samaya et Sato derrière lui en course 1. En qualification, il tourne à 1 seconde 7 des meilleurs. Il n'y a que Markelov et Samaya qui tournent moins vite, en sachant que Samaya, je pense qu'il va nous... Enfin voilà, il est quand même derrière Roy Nissany, par exemple. On reviendra sur Roy Nissany. J'aurai beaucoup de choses à dire sur ce pilote. Mais Giuliano Alesi, pas de rythme, rien quoi. Il n'y a rien. Sur un circuit pourtant qu'il doit maîtriser. Silverstone, il va chaque année en GP3, en F2. C'est un circuit qui est quand même ultra mythique. Si vous ne maîtrisez pas Silverstone, c'est quand même compliqué. C'est pas la première fois qu'il allait à Silverstone. Et puis dominé en course par Markelov, hein, et pas qu'un peu, mais de toute manière là, pour Alesi, je vois pas comment il pourra accéder à la Formule 1 aujourd'hui. C'est-à-dire, je pense que c'est impossible pour lui d'accéder correctement à la Formule 1. Il faudrait qu'il amène un énorme budget, sauf qu'on voit déjà les limites de sa capacité à fournir des budgets quand son père était obligé de vendre sa F40 pour lui fournir une saison de F2. Les budgets de Formule 1 sont encore plus énormes que les budgets de F2. Donc, si vous avez déjà du mal à faire une saison de F2, c'est compliqué pour une saison de F1, pardon. Allez-y, surtout là parce que la réputation de son père. En GP3, il a gagné des courses 2, ok, super. Mais en course 1, il n'a jamais été ultra performant. Il a un vrai problème aussi d'usure des pneus, hein. Ça fait partie des pilotes qui ont du mal à maîtriser à conserver un grip avec leurs pneus suffisamment performants pendant toute la course. Et puis non, c'est juste que c'est un pilote aujourd'hui qui n'a rien à faire en F2. Il a rien à faire dans cette catégorie. Il a absolument pas montré son talon en GP3. Quand t'es pas bon en GP3, t'es pas meilleur en F2. Hein. C'est très très rare les pilotes qui étaient qui étaient pas bons ou moyens en F3 GP3 et qui arrivent à être performants en F2. Ça n'arrive quasiment jamais. Des modifications comme ça. Regardez Lundgaard, certes il finit 6ème l'année dernière de F3. Malgré tout, on avait quand même vu qu'il y avait un potentiel de vitesse chez ce pilote. Allez-y, on n'a jamais vu un potentiel de vitesse.
chez Giuliano Alesi. Il est en plus dans une équipe qui n'est pas facile, hein, mais bon, quand on n'a pas été bon l'année dernière, c'est la seule équipe qui pouvait vous accepter aussi. Moi, je serais à sa place, j'irais faire autre chose, quoi. J'irais faire, je sais pas, du GT, de l'endurance, du tourisme. Il y a plein de catégories aujourd'hui qui pourraient l'accueillir. Je pense que c'est un pilote quand même qui a un petit niveau, même si, encore une fois, il n'a jamais été transcendant non plus en F4 française. Il est surtout dans ces catégories-là parce que son père a de l'influence. C'est même pas que son père a de l'argent, c'est que son père a de l'influence. Jean Alesi, il a toujours de l'influence aujourd'hui en Formule 1. C'est pour ça que son fils est dans la Ferrari Academy. Après, bon, en termes de niveau, c'est absolument pas là. On passe au pilote au top et on commence avec Mazepin. Mazepin, ça a été un bon week-end pour lui. Bon week-end, il les enchaîne parce que déjà la Hongrie avait pas été mal, je crois me rappeler, hein, pour Mazepin. De ce que je regarde de mes notes, oui. Je crois que j'avais mis Markelov, Mazepin. Ouais, je crois que c'était déjà pas mal le week-end de la Hongrie. Là, il y a beaucoup de courses, donc j'ai plus beaucoup de souvenirs à chaque fois des courses, hein, c'est terrible. Oui, il avait fait une très bonne course 1 en Hongrie. J'avais noté un plus. Du côté de Mazepin, moi qui l'avais énormément critiqué en début de saison, je peux te dire que sur ce week-end-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Vainqueur de la course 1, en course 2, il n'a pas pris énormément de risques, mais comme il y avait énormément de dégradation au niveau des pneus, c'était peut-être la stratégie qu'il fallait avoir quand vous aviez très bien fini en course 2. Cinquième des qualifications à 4 dixièmes de Drugovic. Non, il a été bon pendant tout le week-end. Hein. C'est le pilote qui marque le plus de points. Parce que 25 plus 6. Oui, c'est le pilote avec Lundgaard, c'est les deux pilotes qui ont marqué le plus de points sur le week-end. Il remonte au classement. Pour un pilote qui l'année dernière était en grande difficulté, je trouve que c'est pas mal. Et oui, il avait fini deuxième, voilà, en sachant qu'il a 3 résultats blancs, Mazepin, hein, parce que les 2 courses en Autriche avaient été très difficiles pour lui. Non, c'est vraiment bien ce qu'il fait en ce moment. Comme devant, c'est un peu compliqué sur les dernières manches, c'est bien de faire ce travail-là. Et puis, pas forcément aidé par Giotto, parce que Giotto, depuis le début de saison, bon, il y a une victoire, mais c'est quand même plutôt assez moyen ce qui nous produit le pilote italien. Donc vraiment, le russe fait ce qu'il faut. Première victoire en plus en F2 pour lui ce week-end. Mais contrairement à ce qu'il faisait l'année dernière chez ART, où il avait complètement lâché face à Nick De Vries comme coéquipier, là il est vraiment mieux. On passe donc à son ancienne équipe, à ART, avec Lundgaard. Lundgaard, là aussi, très intéressant ce qu'il nous a proposé pendant tout le week-end, un peu comme les week-ends précédents, parce que je regardais, c'est l'un des rares pilotes qui, à part en Hongrie, où il a été en difficulté de résultats blancs, mais comme son équipier Armstrong, sinon c'est plutôt très régulier. Alors, pas sur le podium, enfin voilà, là il a fait son premier podium, mais c'est très régulier. Alors c'est un peu son problème à Lundgaard, c'est que pour l'instant il est régulier, il faut qu'il franchisse encore un cap pour être haut dans la performance. Christian Lundgaard, après... moi quand je regarde sa course, surtout sa course 2, où très bonne stratégie d'ART de l'avoir fait s'arrêter au stand quand on a mis la voiture de sécurité qui devait passer par la ligne des stands à cause du tête à queue de Kalou Mayotte. Et donc il a fait son arrêt à ce moment-là. L'arrêt a été excellent de la part de ART parce qu'il a perdu très peu de temps. Et puis ensuite il avait beaucoup dans le pneu. Il a même eu la malchance qu'il y ait encore un tour de plus de safety car, parce que si... il avait eu 4 tours, je pense qu'il finissait premier. Il lui en manquait un petit peu à notre ami Lundgaard. Après, voilà, une course très intéressante de la part du pilote danois. Mais bon, déjà l'année dernière en F3, on voyait qu'il y avait quand même un petit potentiel de vitesse. J'avais pas déterminé que c'était à ce niveau-là quand même, parce que j'avais trouvé sa saison plutôt décevante pour un pilote soutenu par Renault. Renault a confirmé son soutien, l'a mis en F2. Chez ART, l'une des meilleures équipes, donc ils misent quand même sur lui pour l'avenir. C'est un peu comme Zhou, mais j'ai un niveau peut-être même supérieur à Zhou. Ils misent vraiment sur Lundgaard.
si Esteban Ocon fait pas ses preuves, peut-être dans encore un an, peut-être qu'il faut rester encore un an en F2. Je pense de toute manière que Lundgaard encore, il lui faut encore du temps pour progresser, mais après c'est un pilote qui est très intéressant, le Danois, et qu'il continue comme ça. On finit avec Tsunoda. Alors le week-end de Tsunoda, certains vont dire, oui, il a quand même abandonné en course 2. Son tête à queue, c'est pas vraiment de sa faute. Pour moi, c'est un fait de course. Je trouve que même la pénalité sur Callum Elliott, elle est quand même un peu sévère. Je trouve que c'est un fait de course. Peut-être que d'autres, si vous avez un autre avis, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça m'intéresse. Moi, je trouve que c'est un fait de course, c'est-à-dire que Elliott peut pas aller vraiment haute part. Et Tsunoda se trouve sur sa trajectoire, mais bon, il peut pas faire vraiment autre chose. Le problème de Tsunoda, c'est que cette F2, dès que vous faites un tête à queue, on l'a vu avec Callum Elliott, on le voit encore avec Tsunoda, c'est impossible de la redémarrer. Alors, il faut vraiment régler ce problème-là d'embrayage, quoi. C'est une F1, tu peux la redémarrer très facilement, il faut vraiment faire quand même une erreur pour caler avec une Formule 1. En F2, même si tu fais pas d'erreur, c'est quasiment impossible de ne pas caler après avoir fait un tête à queue, ce qui je trouve est un problème. De toute façon, cette monoplace de F2, je trouve n'est pas de très très bonne facture. C'est quand même une voiture qui a des soucis de fiabilité assez récurrents. Je suis pas sûr que les équipes soient extrêmement satisfaites de cette voiture. Ça ne m'étonnerait pas qu'on la garde peut-être encore en 2021. En 2022, si l'économie repart vraiment rapidement, qu'on tente de changer de modèle. Donc du côté de Tsunoda, moi je retiens c'est surtout sa course 1, parce qu'en partant 9e sur la grille, il finit 3e sur le podium. C'est surtout qu'il a très très bien tenu les pneus, alors qu'il fait partie des pilotes qui se sont arrêtés très tôt. Tsunoda il s'est arrêté en même temps que Mazepin et Schumacher. Alors autant Schumacher a dégringolé au fur et à mesure de la course, autant notre ami Tsunoda a très très bien fini, ce qui est d'autant plus intéressant pour lui, c'est que contrairement à Schumacher, il n'a pas une année d'expérience en F2, que contrairement à Mazepin, il n'a pas non plus une année d'expérience en F2, mais il a beaucoup moins d'expérience en Europe. Je rappelle que Tsunoda, il est arrivé en Europe l'année dernière sur les circuits européens, sinon il avait fait toute sa carrière au Japon, comme beaucoup de pilotes japonais. Je m'excuse des bruits, vous entendez un coq depuis tout à l'heure, j'entends aussi depuis la fenêtre. Mais voilà, Tsunoda, il a été plutôt très intéressant. Il a une énorme pointe de vitesse, ça c'est clair et net. Il arrive plutôt à bien gérer les pneus parce que sa voiture était plutôt très très bien réglée en fin de course. S'il arrive à avoir la chance, Tsunoda, ça peut être performant. Il est encore trop jeune pour arriver aujourd'hui en F1, ça c'est clair et net. Mais là, quand on voit comment ça se goupille avec AlphaTauri et Red Bull, avec peut-être l'arrivée de Vettel, si Albon fait pas plus ses marques, pourquoi pas fin 2021, Tsunoda. S'il fait une très bonne saison l'année prochaine, s'il continue comme ça déjà cette année, ça peut être bien. On passe au bonnet d'âne, sans affichage, les raisons que je vous ai dit au début de vidéo. Je commence avec Drugovich. Pourquoi ? Parce que quand on fait la pole position, marquer aussi peu de points, c'est quasiment une faute professionnelle de la part du Drugovich. Il a été en difficulté tout le week-end. Alors, pas sur un tour rapide, pole position, très belle pole, en plus, dans des conditions qui n'étaient pas évidentes parce que la qualification s'est déroulée à 18h heure française. Parce que j'ai pas compris pourquoi sur ce week-end de course on a eu la journée du vendredi qui était aux horaires anglais et puis ensuite on est passé aux horaires plus 2, donc horaire du méridien de Bruxelles. Du côté de Drugovich, parce que je rappelle pour ceux qui ne sauraient pas qu'il y a 1 heure de décalage horaire entre nous et la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne est à l'horaire 0, on va dire, et nous on est à plus 1 ou plus 2. Tout dépend des périodes avec l'heure d'été. Mais du côté de Drugovich, quand on part en pole position des deux courses, parce qu'avec la grille inversée, il a réussi à partir en pole position des deux courses, et qu'on finit, hop là, que je reprends, donc 7e et 6e de ces deux courses-là, en profitant surtout du tête à queue de Zhou dans le dernier tour, je trouve ça très décevant sur le rythme de course. Il avait vraiment aucun rythme de course. Drugovich, il faut le dire, pendant tout le week-end, ça n'allait absolument pas. C'est pas la première fois parce que il nous avait déjà fait ça quand il avait fait une autre pole position, je sais plus c'était où.
c'est pas la première pole qu'il fait, hein, Drugovich, où il avait eu également un rythme très très lent en course. C'est à lui de travailler son rythme de course à un moment. Drugovich, c'est bien d'être rapide sur un tour, mais les qualifications, ça ne vous fait marquer que 4 points. C'est en course que vous marquez 25 points. Il faut gagner des courses. Et des courses 1 surtout, hein, plus que des courses 2. Donc c'est vrai que là, du côté de Drugovich, j'attends de voir un peu mieux de la part du pilote brésilien. On sait qu'il est rapide, maintenant à lui d'être constant en course et de continuer comme ça, surtout que je pense que c'est un pilote qui amène un peu de budget à son équipe MP Motorsport. Pour la F1, c'est toujours intéressant quand on a des parents avec de l'argent. Demandez à Nicolas Latifi ou à Lance Stroll. On continue avec Schwartzman. Catastrophique le week-end du leader du championnat. Alors, il a de la chance et qu'il reste leader du championnat. C'est le seul point de positif de son week-end de course à Robert Schwartzman. Absolument rien n'a marché. Si on regarde ses résultats, donc hop, je reprends 18e simplement en qualification, 1 seconde 5 de la pole de Drugovich. En course 1, il était 14. Course 2, il finit loin aussi. 13. À 18 secondes d'un côté, 22 secondes d'un côté, pardon. Et là, c'était 30 secondes. C'est surprenant comment les pilotes Prema ont vécu un week-end difficile, parce que même Mick Schumacher, c'est pas dingue. Mais Schwartzman, il a vraiment souffert, dominé par Schumacher, quand même, pendant tout le week-end. Et puis, aucune possibilité de marquer des points. La voiture était très instable. Quand je l'ai vu les quelques fois où la caméra était sur lui, on voyait une voiture qui était vraiment pas stable et puis un manque de rythme pour Robert Schwartzman. Déjà l'année dernière, je crois qu'il avait me souvenir qu'il n'avait pas fait un week-end dingue en F3 à Silverstone, donc c'est peut-être pas un circuit qui l'affectionne, Robert Schwartzman, mais de toute manière, même quand on n'affectionne pas un circuit, l'objectif est d'être dans les points. Et là, il en était quand même très très loin, parce que sur la course 1, donc il finit avec 30 secondes de retard, il est à 5 secondes des points, ce qui est quand même important. Et en course 2, ça doit être plus loin. Schwartzman, il a 22 secondes. Oui, il a 12 secondes, même plus des points de Jack Kane. Donc, décevant Schwartzman. Pas aidé également en qualification par Roy Nissany, qui lui a bousillé 2 tours, je crois me rappeler. Mais Schwartzman, ça a été compliqué. Pour finir, on passe à Roy Nissany. Pour l'ensemble de son œuvre sur ce week-end, alors déjà, encore une course où il finit hors des points. Rappelons-nous également sa manœuvre magnifique sur son équipier Marino Sato en Hongrie. Et puis là, en qualification, il a niqué le tour de Schwartzman. Je crois qu'il n'y a pas un pilote qui n'a pas eu un problème avec Nissany. En tête à queue également. Week-end absolument catastrophique de la part du pilote israélien qui, pour ma part, n'a rien à faire dans cette catégorie. Qui, je trouve, commence à prendre beaucoup de notre ami Raghoumattan. Vous vous souvenez de ce pilote indien, enfin indo-néerlandais, qui était chez MP Motorsport l'année dernière, mais non, Nissany, pour ceux que, à chaque fois je le dis, mais son père a été le premier pilote israélien à rouler en Formule 1 dans une séance d'essai libre du vendredi, ça remonte en 2004 ou 2005, chez Minardi ou Jordan, je sais plus. Je crois que c'était Minardi. De toute façon, les deux se battaient pour avoir son argent. Minardi et Jordan, à l'époque où ces deux équipes étaient en grande difficulté financière. Donc Roy Nissany, c'est son fils. Mais là, la séance de qualification, ce que je trouve qui est encore plus incroyable que sa séance de qualification où il a zigzagué, où il a fait tout et n'importe quoi, c'est comme Schwartzman également qui a fracassé le tour, je crois, de Gelael. Aucune pénalité pour les deux. En F1, tu fais ça, c'est 5 places sur la grille. Par exemple, George Russell, qui a amélioré son chrono sous drapeau jaune, ce qui est une erreur, je trouve, du même type que celle de Schwartzman. Schwartzman, aucune pénalité, Nissany, aucune pénalité. Là encore, la cohérence des pénalités en Formule 1, il faudra qu'on m'explique un jour, enfin en F1, F2, F3, parce qu'un pilote, parfois en F3, est pénalisé pour une erreur, un pilote de F1 ne le sera pas. Ce qui, je trouve, est assez stupéfiant. Mais du côté de Nissany, oui, c'est un pilote qui ne mérite pas d'être dans cette catégorie. Et je trouve qu'il va falloir quand même vraiment mettre en place une licence pour la F2, parce que quand tu vois Nissany, quand tu vois également même Marino Sato, quand on voit
Samaya, même Giuliano Alesi. Je trouve qu'il va falloir vraiment mettre une licence pour la F2, ce qui permettrait peut-être d'arrêter avec ces budgets toujours grandissants, exponentiels dans cette catégorie pour accéder à un volant. Ce qui favorise donc ces pilotes payants qui sont vraiment d'un très mauvais niveau comparé aux pilotes payants de Formule 1. Hein. Si on compare à un Lance Stroll, je peux vous dire que Lance Stroll il colle 2 tours à Nissany très facilement avec la même voiture. Donc là, il faut vraiment régler ces problèmes-là dans les années à venir, dès l'année prochaine ou dans 2 ans, parce que là, on ne peut plus s'en sortir avec ce type de pilote. J'espère que vous avez... Non, pas encore la fin de la vidéo. On fait le classement très rapidement parce que je ne vais pas vous l'afficher. Pour vous dire que Robert Schwarzman est en tête du championnat avec 81 points, devant Callum Elliott 73 points, Lundgaard 69, Mazepin 58, Taikum 57, Giuliano Alesi est très loin 16e avec simplement 8 points. Et du côté du classement équipe, Univers Nozzi en tête avec 124 points, 2 points d'avance sur Prema. Qui a perdu beaucoup de points ce week-end, avec simplement 2 points marqués. On retrouve ensuite ART avec 103 points, Hightech 85, grâce à Mazepin, il faut le dire aussi, Carlin, Dams, MP Motorsport, Charouz, Campos et HWA qui est surtout là grâce aux 8 points marqués par Giuliano Alesi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la meilleure production. Allez, ciao ciao!